Première période d'intervention, on débute avec Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas entendu de réponse au sujet des gériatres répondant. Est-ce que les projets pilotes est tombé à l'eau ou est-ce que le financement est ailleurs qu'à l'IPAM, puisque l'IPAM a été aboli? Peut-être que ça viendra dans un autre bloc. Alors, je parlais du soutien à domicile. C'était, vous vous souviendrez peut-être, Monsieur le Président, au lendemain de l'élection, la priorité de la ministre en novembre 22. Elle avait accordé une grande entrevue à la presse ou au Devoir, je ne me souviens plus quel quotidien, mais en disant que c'était sa grande priorité en novembre 2022. La politique est arrivée tardivement, en fin de mandat, en janvier 2026, et on attend toujours le plan d'action. Il y a des annonces qui m'ont laissé perplexe autour de la politique nationale de soutien à domicile et j'apprécierais que la ministre éclaire ma lanterne là-dessus. Premièrement, en mai 2024, la ministre avait annoncé lors d'un colloque qui s'était tenu juste tout près d'ici au Château-Laurier, elle avait annoncé des projets pilotes pour faire des CLSC, et je cite, le point d'accès principal aux soins et aux services pour les personnes aînées et pour leurs personnes proches aidantes, que ce soit pour obtenir de l'information sur les ressources communautaires, avoir une évaluation pour le soutien à domicile ou être dirigé au bon endroit avec la bonne équipe. Cela contribuera également à mieux repérer les personnes en perte d'autonomie afin d'agir en prévention. Fin de la citation. Durant l'interpellation qu'on a faite l'année dernière, le 14 février, la ministre avait confirmé que les projets pilotes pour faire des CLSC, le point d'accès, étaient en cours et que ce serait déployé partout au Québec au plus tard à l'automne 2025. Alors, vous avez peut-être constaté comme moi que ça n'a pas été fait. Et ce qui m'a laissé perplexe, c'est que la semaine avant le développement de la politique de soutien à domicile, la ministre avait déclaré que ces projets pilotes avaient été concluants, mais que le déploiement était reporté. Mais là, je comprenais plus rien, Monsieur le Président. Si les projets ont été concluants, pourquoi ne pas les avoir déployés? Je comprends qu'il peut y avoir eu du retard, que ça n'a pas pu être déployé avant l'automne 2025 comme prévu. Mais pourquoi, maintenant que la politique est en place pour coordonner les orientations, pourquoi ce n'est pas mis en place? Il faudrait qu'on m'explique ça. J'aimerais bien des éclaircissements de la ministre. Deuxièmement, l'autre point qui m'a laissé un petit peu perplexe et sur lequel j'aurais besoin d'informations, c'est qu'en dévoilant la politique, la ministre a fait une sortie remarquée qui a fait les manchettes et qui a créé des attentes. Elle a dit ceci en point de presse: les proches aidants, dans certaines situations et après évaluation, pourront être reconnus comme prestataires de services à l'allocation autonomie à domicile, anciennement le chèque emploi-service, au même titre que d'autres travailleurs. Alors, si vous êtes une personne proche aidante, qu'est-ce que vous avez compris? Que vous pourriez avoir un salaire comme proche aidant. Mais non. D'abord, la ministre a changé le nom du chèque emploi-service pour allocation autonomie à domicile. Et vous allez pouvoir le recevoir sous certaines conditions si vous faites une prestation de service déterminée. Alors, on ne va pas vous verser un salaire parce que vous êtes proche aidant. On va vous payer 21 $ de l'heure si vous donnez une prestation de service déterminée. Donc, en plus de votre rôle de proche aidant, vous allez devenir prestataire de service. Pas de répit, du travail en plus, c'est ce qui inquiète les organismes du terrain et le fait que ça a créé des attentes, ça inquiète les organismes également. Et le plus ironique dans tout ça, Monsieur le Président, c'est qu'en 1990, le cadre de référence du chèque emploi-service disait déjà que les personnes proches aidantes pouvaient toucher le chèque emploi-service qui vient d'être changé de nom. Les organismes qui ont vu le cadre de référence de l'allocation autonomie à domicile ont trouvé qu'il était truffé d'erreurs et d'incohérences. Est-ce que quelqu'un travaille à le corriger? Et le plus grave, c'est que le proche aidant qui reçoit une rémunération, qui recevra une rémunération, risque de perdre son crédit d'impôt pour proche aidant, un crédit qui est déjà très restrictif. Alors, il y a des groupes en proche aidance qui ont participé à des séminaires de Revenu Québec et qui se sont fait dire que si la personne proche aidante reçoit une rémunération, son crédit d'impôt va être coupé. Mais si elle a une allocation, on cumulera.
Alors, je comprends que ça s'appelle une allocation, mais c'est au ministère, selon Revenu Québec, de clarifier le flou. Où est-ce que c'est écrit? Merci beaucoup. Madame la ministre, je vous cède la parole maintenant pour votre réplique. C'est ça. Alors, Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais commencer par le volet du gériatre répondant, là, parce qu'il y avait, je comprends qu'il y avait comme deux principaux volets là, à ce premier bloc. Les gériatres répondants, ils sont en place actuellement. Il y a beaucoup de gériatres répondants qui ont des ententes de service avec les établissements, avec des GMF en particulier. OK? Et ça, c'est très, très important. Alors, dans la politique sur l'Alzheimer que nous avons annoncé en 2025, il y a un plan d'action là, qui découle de ça, il y a des investissements qui ont été faits. Cette politique vise 3 éléments essentiellement. D'abord, la prévention. Ensuite, un meilleur dépistage, un meilleur diagnostic. Et c'est là que rentre en jeu le rôle des répondants, des gériatres répondants. Parce que quand les personnes ont des déficits cognitifs, qu'ils vont voir leur médecin de famille, les médecins de famille sont outillés, ils ont de la formation. Alors, ils ont des équipes. Là. Dans plusieurs GMF, on peut avoir, selon la taille du GMF, une infirmière, par exemple, dédiée complètement aux personnes ayant des troubles neurocognitifs. Alors, on commence donc l'accompagnement dès ces premiers instants-là. Mais à un moment donné, les médecins de famille ont besoin d'avoir un accès spécialisé et c'est là qu'entrent en jeu les gériatres répondants. On a fait plusieurs interventions. Vous savez, les gériatres comme médecins spécialistes au Québec sont pas en nombre extrêmement important et plusieurs représentations ont été faites auprès des facultés de médecine, les 4 facultés de médecine qu'on a au Québec dans les différentes universités, pour s'assurer qu'on considère 2 choses. Dans le curriculum académique de la formation générale des médecins et des autres professionnels de la santé, il y ait davantage de temps accordé dans le curriculum académique de base pour les étudiants, que tout le monde soit conscientisé au vieillissement, repérer les signes, etc., de déficit cognitif. Mais on veut aussi que les universités forment un plus grand nombre de médecins gériatres. Alors ça fait partie de l'agenda. Il faut les former, il faut qu'ils arrivent sur le terrain, etc. Ça va prendre quand même un certain temps. C'est des formations qui sont longues. Mais la politique Alzheimer n'a pas laissé tomber du tout le rôle des gériatres répondants. Au contraire, on accentue, avec les gériatres existants, une plus grande collaboration. Concernant la politique nationale de soutien à domicile, je vous l'ai dit tantôt, on est le gouvernement qui a le plus investi en soutien à domicile. On est le gouvernement qui a le plus de résultats en soutien à domicile. Je vous montre ici l'évolution du budget. Donc, depuis 2018, on le voit. J'ai pas l'année 25-26 ici parce que l'année 25-26 se termine au 31 mars, mais on va voir que cette courbe continue vraiment d'augmenter. Le soutien à domicile, c'est important. Ça s'est traduit par plus de services de soutien à domicile. Alors, Monsieur le Président, je vais vous montrer ce petit tableau aussi. Les chèques emploi-service, avant même la politique nationale de soutien à domicile. Voilà comment le chèque emploi-service, qui est aussi une modalité de soutien à domicile, était utilisé. Alors, on a des gestes concrets qui ont été portés. La politique nationale de soutien à domicile a demandé une mobilisation sans précédent. 2 grands rendez-vous, l'étude de centaines de mémoires, le travail avec différents experts, avec les organismes sur le territoire. On a fait des avancées importantes. Il y a 3 volets à la politique de soutien à domicile. Alors, donc, oui, le volet d'ouvrir les CLSC, de renforcer le rôle des équipes de soutien à domicile. Le deuxième volet, les entreprises d'économie sociale qui peuvent faire une différence dans les soins à la personne. C'est une avancée importante avec un investissement majeur pour les ESAD. Et finalement, le 3e volet de la politique nationale de soutien à domicile, c'est la transformation du chèque emploi-service. Mais oui, le chèque emploi-service existait, mais le chèque emploi-service, quand on regarde les différentes associations, quand on écoute notamment les parents des enfants handicapés, quand on écoute les proches aidants, ils nous disaient, le chèque emploi-service, premièrement, n'est pas assez rémunéré. On a de la misère à trouver des employés. C'est trop compliqué. Alors,
Donc, plusieurs ne voulaient même pas l'utiliser. Alors, on a transformé, puis premièrement, le nom chèque emploi-service, c'est pas un bon terme. On a transformé ça vraiment en allocation d'aide à domicile. Alors, je suis très fière du travail qui est fait. C'est en train de se mettre en place. Donc, Merci. ça fait quelques semaines, monsieur. Merci beaucoup, Madame.